Bonjour Dominique. Bonjour, bienvenue à l'Arsenal. On se retrouve du coup pour cette deuxième vidéo au musée de l'armée et cette fois-ci on va réfléchir à des contextes un peu plus fantasy par rapport à la première vidéo. Donc on a réfléchi à pas mal de situations dans lesquelles vous êtes un aventurier qui pourrait se retrouver dans des situations un peu périlleuses contre des créatures imaginaires issues de la fantasy, de nos mythologies. Et on va réfléchir, comme pour la première vidéo, quelle arme serait la meilleure dans cette situation. Mais avant d'entamer notre voyage de bourrin, laissez-moi vous parler du partenaire du jour, Opera GX. Opera GX est un navigateur internet ultra cool, gratuit, entièrement personnalisable et très ergonomique. Et si vous en avez marre des navigateurs classiques avec une interface un peu morne, eh bien Opera GX est fait pour vous. Choisir le navigateur internet idéal, c'est un petit peu comme choisir l'arme idéale pour aller défoncer du gobelin à la chaîne. Il faut prendre le plus optimisé possible pour avoir les meilleures performances. Et grâce au GX Control, si vous voulez par exemple faire du gaming tout en gardant votre navigateur internet ouvert, vous pouvez limiter la quantité de RAM et CPU du navigateur pour réduire la chance de faire laguer votre jeu. Et clairement, on voit la diff avec un autre navigateur. Et vous savez, moi quand j'écris les vidéos, j'ai besoin de rendre les choses un peu inspirantes. Épiques. Je peux donc entièrement personnaliser Opera GX en ce sens grâce à l'interface GX Mode et transformer mon navigateur en véritable fresque de Medieval Fantasy. C'est pas ce que vous croyez. Et si vous avez besoin de conserver votre historique et vos favoris de votre navigateur habituel, eh bien vous pouvez l'importer très rapidement grâce à la fonctionnalité d'importation rapide. Et hop, en un clic c'est fait, vous récupérez tout votre stuff pour poursuivre votre aventure. Je remercie Opera GX de faire une nouvelle fois confiance à la chaîne YouTube et de sponsoriser cette vidéo. Et si vous voulez utiliser ce superbe navigateur internet, le lien est dans la description. Alors, étape 1, copier son concept avec le musée de l'armée. Préparer une petite sélection d'armes originelles, d'armes votives ou décoratives, qui pourraient s'adapter à certaines situations. Donc là on est sur le dragon classique type Skyrim. Tu m'avais fait deux suggestions assez intéressantes et du coup on va regarder ça. Alors, la première suggestion, bon là il faut déjà être un chevalier un peu chevronné et assez courageux, c'est le marteau de Lucerne. Effectivement. Pour les gens qui regardent, je fais 1m87. Donc voilà, vous imaginez un petit peu le... Donc celui-ci fait 2m45 je crois. Donc le marteau de Lucerne, c'est une arme de piéton, utilisée au XVe siècle, début XVIe siècle, contre les cavaliers, ce qui explique ce fort estoc qui permet de piquer. Ce petit marteau qui permet de percer les plates d'armure et de désarçonner le cavalier. Dans un contexte contre dragon, bon, évidemment, il faut imaginer qu'on a un bouclier, le dragon a certains avantages que nous on n'a pas. Mais cette arme en fait permet, une fois qu'on est protégé, de piquer, d'avoir une certaine allonge pour pouvoir piquer. Exactement. Piquer la gorge, de préférence. Voilà. Et éventuellement, dans une phase de combat peut-être plus rapprochée, éventuellement percer, frapper le crâne. Là, je pense que ce petit croc là doit pouvoir permettre de... Ça peut être pas mal aussi le petit côté ça, un peu maille. Le marteau à 4 pointes qui est assez contondant. C'est une arme que j'aime bien, personnellement. Et le souci qu'on a avec le dragon, c'est que ça vole en général. Enfin pas tous, mais là en l'occurrence il vole. Et tu m'avais fait aussi une suggestion très intéressante qui m'a attiré ma curiosité pour essayer de le shooter en l'air. Comme je l'ai dit, le dragon, il faut quand même être un chevalier un peu confirmé et assez courageux. Donc il faut pouvoir quand même s'en rapprocher, vouloir s'en rapprocher. Mais on a la possibilité éventuellement de se servir de ce genre de choses. Bon, là c'est une pièce d'un ensemble, hein. C'est un arc de baliste qui est très très lourd, donc je vais peut-être le poser comme ça. Donc qui est entièrement en métal.
Et donc cette baliste, ça tire des traits, des carreaux extrêmement épais, extrêmement puissants. Donc si tu veux le manipuler. Je veux bien le sous-peser. Ah, effectivement. Donc utile pour affronter un dragon et aussi faire son fitness en tant que chevalier le matin. C'est une pièce de métal, donc si on voit la tranche qui doit bien faire 3-4 cm d'épaisseur. Ouais, facile. Donc ça a un certain poids. Donc avec un système de poulie, on tire sur la corde qui est accrochée ici et on arme cette arbalète géante pour décocher des traits sur le dragon ou sur des navires ou sur des fortifications. Et ça délivre quand même une certaine puissance qui permet de punaiser un dragon même en l'air. Ouais, oui, c'est vrai. C'est effectivement comme tu dis. J'ai une petite question au passage, je vais en profiter. On peut tirer combien de fois, dans quel laps de temps, avec une balise de ce calibre-là? Alors ça, je ne saurais pas vous dire parce que Et ben on va tester ça tout de suite. il y a des gens qui ont recréé des balistes, mais ça honnêtement, je ne saurais pas. D'accord. Disons qu'il faut pas se rater pour pas énerver le dragon, quoi. Oui, mais voilà, il faut soit la voir, soit courir. C'est ça. Et bah les dragons n'ont qu'à bien se tenir. Donc voici, si vous avez d'autres suggestions en commentaire, n'hésitez surtout pas, bien sûr, l'espace est là pour ça. Un peu moins gros, mais presque tout aussi dangereux, je t'avais suggéré la horde de gobelins. Et là, tu m'as aussi fait 2 suggestions très intéressantes. Il me semble que c'était 2. Oui. Donc je te laisse nous présenter ça également. Alors, la horde de gobelins, j'en ai rarement affronté. Ah, c'est vrai. Ouais, pas dans mon quartier. D'accord. Mais on imagine que c'est des petites choses qui ont tendance à grouiller, Qui ont à venir en énorme nombre. armure, qui sont un peu fragiles pris individuellement. Alors, avec une épée simple, on risque d'être vite surpassé par le nombre. C'est pour ça que je propose ceci, qui s'appelle un fouet d'armes. Un fouet d'armes. Okay. Voilà, c'est une espèce de fléau, mais à différence du fléau qui est fait de 2 brins, celui-ci est fait de 4 brins. Alors, je n'essaierai pas à mimer le maniement, mais bon, on peut imaginer qu'on peut balayer une grande surface devant soi. Le problème à mon sens, c'est qu'il y a quand même une inertie, c'est que quand on a armé le coup, qu'on a délivré le coup, quand on est en bout de course, il faut ramener l'ensemble, donc les gobelins qui sont par là peuvent nous attaquer. C'est d'où peut-être faire un petit peu comme certaines pièces de Montante, enfin tourner sur soi-même pour peut-être justement réussir une chorégraphie à mettre en place. Une chorégraphie à mettre en place pour justement si on commence à être encerclé par les gobelins, à les découper en tournant autour de soi. Faut tourner vite, faut avoir du cardio. Oui, surtout que c'est pas léger, si tu veux. C'est pas non plus insurmontable, mais à force, ça pèse très vite sur le bras, effectivement. Et avec l'élan, avec la force, ça va être un peu fatigant. Ça peut faire mal quand même. Ça doit faire mal. Et dans un contexte, notre contexte à nous, de notre monde de la vérité véritable. Ça fait partie des armes martiaux européens. D'accord. Qu'on trouve au XIVe, XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, dans le traité d'escrime de Meuse, il montre une méthode pour se battre à l'épée contre ce type de fléau. C'est illustré. Ok. Voilà. Mais là encore, il faut s'approcher des bestioles. Alors c'est pour ça que si on veut rester un peu loin, on a ceci. Ceci qui est une grenade. Ok. Une grenade qui est en terre moulée. On a ici un trou qui permet de mettre le feu à la mèche. C'est une grenade orientale qui a été ramenée de Syrie après l'expédition de 1860. D'accord. Donc c'est rempli de poudre noire, on a une mèche ici, on allume et hop. On peut balayer une large zone de gobelins avec ça. On sait la puissance de feu que Non, à vrai dire, c'est rempli de poudre noire. C'est une grenade en terre. La poudre noire, en fonction de la façon dont elle est fabriquée, elle n'a pas forcément la même puissance. Donc bien sûr. C'est assez illusoire d'essayer de déduire une puissance éventuelle. D'accord, ok. Je suis sûr que la troupe de la communauté de l'anneau aurait été content d'avoir ça à la Moria. Figurine de Gobs. Figurine de Gobs, exactement. Pour le troll des cavernes, ça aurait pu être pratique.
Ensuite, on va repartir sur des créatures un peu plus grosses et un peu plus atypiques. Parce que j'avais pensé aussi à affronter une créature qui ne serait pas faite comme nous de chair et de sang, mais de pierre, donc un golem de pierre. Et moi je m'étais dit qu'effectivement il faudrait quelque chose qui s'apparente le plus à une pioche. Et est-ce que tu as ça pour nous? On a tout à l'arsenal. Nous avons ce type de marteau, donc un peu dans le même esprit que le marteau de Lucerne, mais qui est plus court. C'est une arme de piéton, D'accord. qui est à l'origine destinée à frapper sur d'autres piétons, mais ça peut aussi atteindre des cavaliers. Les cavaliers qui passent ici, un Oui. grand coup sur le plastron, voilà, je pense que Avec ça les branle un la peu. vitesse du cheval, ça Oui, fait voilà. une petite reculée. là aussi il faut imaginer un combattant assez endurci, Assez gaillard. assez courageux. Et voilà, pour affronter un golem, là on a quand même un marteau qui est Qui est une une belle épaisseur Oui, c'est vrai que assez importante. par rapport au marteau de Lucerne qu'on avait vu, là c'est vraiment un gros bec de corbin. Ouais, un gros bec de corbin. Même la pointe est, La pointe est fat aussi. Ouais. elle est moins longue que sur un marteau de Lucerne, mais elle est quand même très épaisse. Donc il est possible de faire un petit quelque chose. Ah bah là, j'aurais imaginé que c'était bien plus lourd pour le coup, même si bon, ça pèse, mais ça ressemble un petit peu, parce ça fait quoi, 1 mètre 1m10, ouais. 1m10. Ça ressemble un petit peu à la hache de Fioré, dans l'idée, qui a ça un peu de longueur en plus, qui sert dans le combat en armure. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu, ça a à peu près la même taille. Ouais, mais là, pour le golem, en abattant bien le coup comme ça, je pense que Ça peut être efficace. ça peut être efficace, Et là effectivement. encore, bon, faut Voilà, être confiant dans la ça dépend en quelle pierre il est fait aussi. Parce qu'il y a des pierres qui sont plus solides que d'autres. Il faut avoir un passif de mineur. Et il faut avoir un passif de mineur. Il faut être un nain en fait, finalement. Je parlais pas de toi, Flo. It's okay. Pour repartir dans un contexte mythologique, cette fois on va aller du côté de la Grèce antique. Hercule, du coup, pour tuer l'hydre, qu'est-ce qu'il avait utilisé? Je ne sais même plus comment il s'en est sorti, mais c'était à main nue. Mais est-ce qu'il aurait pas mieux valu qu'il ait une arme spécifique pour affronter une hydre de Lerne, qui, je le rappelle, peut-être pour ceux qui ne savent pas, donc a des têtes qui repoussent sans discontinuer, donc il faut une arme qui soit capable de trancher très rapidement pour pouvoir s'en débarrasser aussi vite que ça réapparaît. Et tu nous as sorti une pièce qui est, ma foi, assez rigolote, et cette fois qui n'est pas européenne. Non, là effectivement on va avoir une certaine universalité, puisque pour vaincre un monstre mythique de la Grèce antique, on va utiliser une arme extrême orientale. Alors, ça ressemble à ce qu'on appelle un odachi. Un odachi, ce sont ces sabres japonais à 2 mains, très puissants. Celui-ci, a priori, n'est pas japonais. On ne sait pas exactement d'où il vient. Il est possible que ça vienne de Corée, D'accord. puisque une expédition en 1866, je crois, est allée en Corée et a ramené quelques pièces dont on conserve des exemplaires ici. Okay. Et il est possible que cette arme en fasse partie. C'est un sabre très long, extrêmement coupant. Je ne sais pas si tu peux passer le doigt sur le fil. Bien manié. Effectivement. Bien manié, je pense qu'on... Avec un bon angle, je pense qu'on fait les 7 têtes d'un coup. C'est possible. C'est ce que je me dis. Allez, challenge. Challenge accepted. La lame est assez fine, mais Oui. Oui, effectivement, elle doit... Et du coup, je pense que c'est un avantage dans le Oui. cas de l'hydre de Lerne, parce que du nidre, c'est parce que comme la lame est assez étroite, il y a moins de friction avec l'échelle, donc on coupe normalement plus facilement. Plus facilement, effectivement. La poignée, pardon, est extrêmement longue. C'est une escrime particulière Ouais. qui est à la limite entre l'arme blanche et l'arme d'Ast, C'est vrai. avec un équilibre particulier. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut effectivement s'en servir comme d'une arme d'ast. Bon bah, pareil, l'hydre, peut-être moyen qu'on arrive À faire quelque chose. à faire quelque chose et à réaliser ce travaux. Hop, je vais reposer ça délicatement. Tac.
là, on va plus réfléchir à des contextes de si on était telle créature ou telle profession. D'ailleurs, on va commencer par une profession, c'est-à-dire celle d'un sorceleur. Donc, certainement, vous connaissez tous l'univers de The Witcher avec notre cher Geralt de Rive. Et en fait, il utilise des épées bâtardes, des épées à une main et demie, une en argent si je ne me trompe pas, et une en acier pour les humains. Je t'avais demandé si tu avais une épée qui serait parfaite pour incarner justement Geralt de Rive dans votre arsenal. Bah alors j'ai sélectionné celle-ci. Donc, qui est une épée à une main et demie, comme on le voit à la poignée caractéristique, qui a une lame assez longue, qui n'est pas encore une épée à deux mains, mais quand même plus longue que l'épée à une main médiévale. Ouais. Qui est munie d'une garde qui commence à se compliquer, avec des anneaux de garde qui ont inversé, là on est à la fin du XVe siècle, surtout début du XVIe siècle, avec des gardes qui commencent à rappeler, à évoquer un peu ces gardes compliqués, les épées, les Katzbalger des lance-quenets, et ces gardes compliqués qui vont se développer au XVIe siècle. Et en fait, ce ressaut, cette poignée rallongée, en fait, on voit que l'équilibre est quand même extrêmement agréable, si tu veux essayer. Effectivement, ouais. Effectivement. Même à une main, on a... Oui, c'est vrai. C'est vrai que même à une main, on sent... elle est vraiment pas lourde. Je pensais qu'elle serait quand même une chouille plus lourde parce la lame est relativement épaisse. Un peu épaisse, oui. Ouais, mais finalement, elle doit bien trancher, je pense. Ah non, celle-là, elle est pas mal. Donc effectivement, pour affronter, qu'est-ce qu'il affronte, Gérald? Des loups-garous. Il affronte plein de trucs, des coquettrix, des vampires. Bon, par contre, chers amis, elle est beaucoup trop longue pour être portée dans le dos, sachez-le. Oui. Sauf avec une garde très adaptée. Avec un système de ressort et tout. Mais elle est. Puis en plus, ce qui est d'autant mieux par rapport à l'arme qu'a Gérald, qui lui en fait a des épées médiévales assez classiques finalement, c'est que si on est sur une créature qui par exemple a envie de mordre ou des trucs comme ça permet un peu de se protéger d'éventuelles morsures, d'éventuels coups de griffe. Du coup, la garde un petit peu plus complexe. Et c'est vrai que ça fait un peu un mélange entre une épée, une épée plus médiévale et ce qui s'apparentera aux épées de côté, rapières qu'il y aura juste après. Ouais. Effectivement, c'est vraiment un mélange parfait. Donc parfait pour un sorceleur, je pense. On peut la tenir à une main pour lancer ses sorts, il n'y a aucun problème. Voilà. Non, elle est très très belle. Elle est originaire d'où? Celle-là, je crois qu'elle est allemande. Allemande, ok. Pour faire, on va dire, moins classe qu'un sorceleur, mais qui a son petit côté badass aussi, on s'était imaginé si on était des orques, voilà, donc les créatures qu'on peut retrouver dans 99% des œuvres de fantasy. Et là, tu m'as sorti beaucoup de choses. Oui, là. T'as été très inspiré pour les orques. On s'est fait un peu plaisir. Parce que dans la fabrication des armes, il y a des formes qui maintenant nous semblent totalement absconses, mais qui à l'époque étaient tout à fait à la mode. Il y a des armes qui ont été fabriquées avec les moyens du bord, et donc ça donne des choses extrêmement barbares à l'œil. Et du coup, on a quand même un certain nombre de choses qu'on pourrait imaginer rattacher à des orques. C'est le cas de ceci. C'est une bardiche à la base, non? C'est ça? Non, c'est pas une bardiche. Okay. Parce que la bardiche, normalement, le fer devrait être rattaché oui, c'est vrai, il est beaucoup en bas. plus long. Ouais, effectivement. Ça, en fait, c'est même pas une arme. Très bien. C'est ce qu'on appelle un tranche-mou. Un tranche-mou. C'est quand on presse du raisin, des olives, on a le pressoir, donc les fruits sont répartis sur des nattes d'osier. On presse. On extrait le jus, l'huile, etc. Et en fait, quand on rouvre le pressoir, les fruits forment un conglomérat qu'il faut trancher pour pouvoir le sortir du pressoir. Et on utilise ceci, généralement avec une lampe qui s'arrête là. D'accord.
Mais c'est quand même une pièce de ferronnerie assez importante, assez imposante, et du coup ça des fois nourrit l'imaginaire de certains collectionneurs. D'autant plus que certains de ces tranchemous ont pu être utilisés comme des armes d'appoint. D'accord. Mais à ce moment-là, généralement, on soude sur tout le tranchant une feuille de métal complémentaire. D'accord. Donc on a un tranchant renforcé. Ok. C'est pas le cas sur celui-là, donc a priori, il n'a jamais servi d'arme. D'autant plus que quand on voit la hampe, elle ici, elle fait 4-5 cm de diamètre, et ici c'est tout fin. Oui. Alors sur une arme de ce poids, si on tape un peu fort, là ça casse. Ça pète. Ouais, effectivement. C'est pas viable. Mais quand même, ça fait. C'est vrai que ça fait. Oui, on a envie de faire avec. D'ailleurs, c'est super rigolo que ça s'appelle un tranche-mou parce que ça fait vraiment nom que des orques dans les univers plus Warhammer qu'ils appellent leurs épées les qui coupent, les machins. Ça fait très. Du coup, c'est vraiment parfait parce que même le nom correspond à une arme orque, je trouve. Et effectivement. Oui, c'est vrai que là, j'avais pas fait gaffe à quel point ça s'affinait. Effectivement, ça pourrait se casser vite, mais en tout cas, elle est parfaite. Il y a un petit cœur par contre dessus, oui. C'est avec une croix. C'est pas très orc ça, ou alors c'est un orc qui a un peu de sensibilité, quoi. C'est un orc mignon. C'est un orc mignon. Alors, ensuite, le copain de Tranchemou. Hop, le copain de Tranchemou, mais alors par contre, lui, c'est un vrai. Oui, là, on est plus sur. Oui, on sent que c'est pas pour couper des légumes. Non, ou alors. C'est qu'on a une dent contre les légumes. C'est ça, ouais. Non, ça c'est une hallebarde primitive. D'accord. Qui date du XVe siècle. Okay. Et donc tout à l'heure je parlais de ces formes qui nous semblent un peu bizarres. C'est le cas ici. Donc on a les éléments d'une hallebarde et là encore c'est un mélange avec il y a un peu de la bardiche là-dedans avec ce fer arrondi qui peut servir d'estoc aussi à l'extrémité. Et la pointe qui fait très hallebarde. C'est découpé en dents, c'est repercé, c'est des types de décors qui sont très très classiques au XVe siècle. Et si on regarde de près cette pointe-là, en fait elle est renforcée. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment prévu pour piquer comme un slog de hallebarde. Avec les poinçons du fabricant, de l'artisan. Un tranchant qui est bien travaillé. Voilà, c'est une arme tout à fait fonctionnelle qui a été utilisée sur les champs de bataille, mais pourtant, dans les référentiels esthétiques qui sont les nôtres maintenant, ça fait quand même assez riche. Ça fait très barbare. En fait, c'est vraiment les épines derrière qui font, comme on en a parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne YouTube, la Ngombe Ngulu, qui est une arme congolaise, qui a aussi effectivement ça sur le dos de la lame. Et oui, ça donne cet aspect tout droit sorti du Mordor, des forges du Mordor, effectivement. Et même là le petit design. Et le côté un peu ancien accentue le phénomène. Parce que ça a noirci la lame. Non, ouais, en tout cas, à sa façon, elle est très belle. Elle a un style très agressif que j'aime bien. Ouais. Mais j'ai senti que tu étais très emballé par les armes orques. Ah oui. Alors, dans le style très agressif, on a ceci. Effectivement. Donc une belle pelle à tarte. Ouais. Alors ça c'est plus tardif, ça date du 7e. C'est un sabre de décollation pour couper la tête. Très bien. Dans le monde germanique, en France aussi, pour décapiter la catégorie de population qui est susceptible d'être décapitée, généralement les nobles, on utilise l'épée et pas la hache, comme ça se fait en Angleterre. Okay. Et donc on utilise généralement des épées droites à double tranchant avec un bout carré parce que la pointe ne sert à rien. Et l'art du bourreau est d'arriver à attraper le coup au bon endroit et de trancher en une seule fois. Et là c'est vraiment la personne est à la volée, voilà, exactement. La personne n'est pas posée sur un billot. Sur un billot, ok. Oui, donc ce qui complexifie vraiment. Agenouillé, le col dégagé, et voilà, et il faut y aller à la volée. Celle-ci, la poignée est quand même assez courte, parce que décapiter à la volée à une main, faut déjà être vraiment être très très bon. Faut vraiment être très très bon. D'autant plus que on sait que certaines exécutions comme ça à l'épée se déroulaient pas bien. Il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. On raconte que lors de la conspiration de Chalais, donc un homme qui avait conspiré contre Richelieu, qui a été décapité. D'accord.
Ses amis, ses partisans décident d'enlever le bourreau pour éviter que l'exécution ait lieu. Et donc on va chercher un boulanger qu'on improvise bourreau et qui a dû s'y reprendre une dizaine de fois pour le décapiter. Ah oui. Voilà, c'est un métier bourreau. Ah oui, non, c'est un art, presque, entre guillemets. Donc c'est une arme avec une esthétique assez forte. Donc normalement une épée de décollation, ça n'a pas cette forme-là, c'est beaucoup plus simple. Donc là on a choisi l'esthétique et en plus on l'a soigné avec toute une série d'inscriptions kabbalistiques. Ok. Qui font très écriture orque d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Tout à fait, ou au moins elfique. Oui, c'est vrai. Bah ça fait, du coup, dans notre contexte, ça ferait très arme d'un chef orc, tu vois, un peu qui prend un peu plus soin de ses armes, quoi. J'ai une remarque, souvent dans que ce soit les RPG, les JDR, etc. Ils appellent ça un fendoir. Un fendoir, ouais. C'est vrai, ouais. C'est vrai. On sent que le poids est vraiment vers l'avant, là. Ah oui, tout est fait pour. Tout est fait pour. C'est sûr que, bon, à part quand on est un orc et qu'on a des bras comme ça, on l'utiliserait pas dans un contexte de combat, ou alors faut vraiment pas rater le premier geste, quoi. Parce qu'après, pour revenir derrière... C'est comme le fouet d'armes, une fois que voilà. le coup est parti... C'est ça, là faut utiliser l'inertie. Mais voilà, les espèces de vagues derrière et tout, ça donne vraiment cet aspect assez terrifiant quand même, faut l'avouer. En même temps, c'était un peu fait pour aussi, fallait pas donner envie aux gens de se faire couper la tête. C'est ça. Ça n'a jamais arrêté personne. Néanmoins, ça fait partie du décorum de la justice. Plus classique, mais classique. Qui marche bien. Et ce qu'il aurait pu faire aussi pour les nains. C'est vrai, on peut doubler effectivement nain ou orc. C'est une hache d'armes. D'accord, alors vraiment, j'ai jamais vu, à part dans des trucs de fantasy justement, une hache avec une tête comme ça. Oui, mais au XVe siècle, en fait, on fait ces choses très effilées, très appointées, avec ce décor en demi-lune, là, avec ces petites lignes tout le long. Ça, c'est caractéristique du XVe siècle. Et si on regarde le tranchant de cette hache, on voit tout le poids. Ah oui. Voilà. Oui. Alors déjà, elle est taillée en arc de cercle, ce qui permet de mettre le poids sur l'avant, d'avoir une plus grande force. Et avec ce tranchant qui est vraiment extrêmement développé, extrêmement alourdi, voilà, même si on rate le point vital, c'est assez incapacitant. Ouais, oui, effectivement. Il y a beaucoup de ces armes, dans le monde germanique, mais il n'y a rien de vraiment qui nous permet de définir précisément. Mais c'est vrai que ça fait... non, j'ai déchiré mon... Ça fait très Gimli, quand même. Gimli pourrait typiquement se balader avec ça. C'est un peu petit pour Gimli. C'est un peu petit, c'est vrai. C'est pour le fils de Gimli. C'est pour le fils de Gimli, effectivement. On avait un dernier contexte qui était un peu, voilà, pour montrer quelque chose d'un peu ubuesque. C'était si on est un homme avec une super force qui peut à peu près manipuler n'importe quoi. Quelle épée il pourrait avoir, un Conan le barbare en fait, quelle épée on pourrait lui donner qui soit, qui dans notre contexte à nous n'a jamais servi, j'imagine, dans une bataille ou quoi que ce soit, mais voilà, qui a cet aspect un peu impressionnant. Et là tu m'as mis un truc... Alors ceci, qui voilà, est assez impressionnant. Oui. C'est fait pour d'ailleurs. Oui. C'est une épée votive. Utilisé dans le Pacifique, dans certaines cultures du Pacifique. D'accord. C'est fait avec un rostre de poisson-ci. Oui. Et c'est muni d'une poignée qui pèse plus que la lame, finalement, en laiton avec un énorme pommeau en fer. Bon, le montage est assez lâche parce que c'est une épée qui est faite pour être portée plus que maniée. D'accord. Donc je détiens la puissance, donc, parce que j'ai une grosse épée qui fait peur avec des dents partout. Donc c'est pas fait pour être manié, mais juste pour être tenu. Okay. Et des épées de puissance, des épées de pouvoir, on en a comme ça aussi en Europe. Mais celle-ci vient des Fidji, je crois. D'accord. Et donc si tu veux la tenir, donc, ça fait partie de ces épées qui peuvent frapper l'imaginaire. C'est ça. Mais qui ne sont pas destinées à être manipulées. Complètement. Donc on peut imaginer la même, mais avec une lame en acier pour justement un homme qui pourrait soulever, pour Guts par exemple, dans Berserk, qui peut soulever une Dragon Slayer de 250 kg. Voilà, ça ferait à peu près le café.
Petit côté Maca Whittle. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que la poignée, elle pèse son poids. En fait, si tu veux vraiment être efficace, tu enlèves toutes les dents et tu échanges la prise. Ça te fait une arme contondante. Et bah, je te remercie Je t'en prie. beaucoup pour ce voyage dans les mondes imaginaires. Et comme quoi, en fait, il n'y a pas besoin d'inventer grand-chose. On a tout ce qu'il faut dans la réalité. Hein. La réalité passe le plus souvent la fiction. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup. N'hésitez pas, pareil, en commentaire, à mettre d'autres suggestions, à nous dire quelle arme vous avez préféré regarder. Et en tout cas, je te remercie infiniment pour toutes ces explications, d'avoir pris le temps de tout installer, d'avoir accepté de participer à cette vidéo. J'espère que tu t'es amusé à la préparer et à la faire. Tout à fait. Donc, je vous remercie. Abonnez-vous au réseau du musée de l'armée, au réseau Entrée en lice. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, gardez l'esprit affûté. 3 quarts d'heure.